La France dans tous ses états, les perles du jour. Au revoir, président. Qu'est-ce que c'est que ce truc, Corinne? Bon, Perico, si vous croisez Patrick Roger, le directeur de Sud Radio, on est entre nous, et que pour une raison ou pour une autre, vous vous disputez, sachez que vous avez désormais le droit d'insulter votre patron sans être licencié. Ma chère Maude, je ne profiterai pas de votre suggestion pour vérifier l'information. Voilà, le respect que nous inspire Patrick Roger éloigne de nous toute tentation de le traiter de quoi que ce soit. Mais pourtant, il y a eu un cas traité. Voilà, c'est un entraîneur de football qui était affecté à un centre de formation, et puis son directeur lui dit finalement tu seras pas, ou vous serez pas affecté au centre de formation, vous serez mis dans une fonction subsidiaire, vous serez pas avec l'équipe première mais avec une formation secondaire. Donc il s'est énervé, ça s'est mal passé, ça lui a pas plu du tout, et dans la conversation il a dit il a utilisé du terme c'est un comportement de salopard. Voilà. Le directeur général avait enregistré à l'insu du salarié cette expression. Il s'en est suivi une procédure de licenciement. Ils ont accusé de faute grave. Il a accusé de faute grave. Il a mis un terme au CDD qui a été dénoncé, et donc le collaborateur, l'entraîneur, a été mis à pied. Comme vous pouvez l'imaginer, il s'est pas laissé faire. Prud'homme, tribunal, cour d'appel, et la cour d'appel donne partiellement raison au salarié en disant oui, il y a pas faute grave, puisque l'expression telle qu'elle n'a pas été diffusée sur le public, c'était une conversation privée qu'en plus qui a été enregistrée à son insu, donc on considère qu'il n'y a pas faute grave. Donc ça monte à la Cour de cassation, parce qu'évidemment la direction générale de l'équipe de foot considère qu'elle veut quand même se débarrasser du salarié. Ça monte à la Cour de cassation, et la Cour de cassation confirme que l'appréciation de la Cour d'appel est fondée, dans la mesure où c'était resté confidentiel et enregistré à son insu, il n'y a pas faute grave. Attention, ça ne veut pas dire que vous avez le droit de traiter votre patron de salopard ou de connard, de l'injurier. L'injure est quand même sanctionnée, mais c'est une faute réelle, j'allais dire, c'est une faute simple. Et si les dirigeants de cette société avaient mis un terme au CDD de cet entraîneur pour faute réelle, vous voyez les subtilités du droit français, à la rigueur ça passait, mais ils ont invoqué une formule qui ne correspond pas à la réalité, la faute grave, et donc le CDD n'a pas été annulé, et donc on peut donc traiter. Alors il faut pas traiter son patron de salopard ni de connard, voilà, c'est pas bien, et si ça se passe, faut que ce soit évidemment tout à fait confidentiel, n'est-ce pas? Bien Quand sûr. vous me traitez de vieux schnock de temps en temps, quelquefois, mais ça reste entre nous, je ne vous dis rien, voilà. Enfin voilà on en est, ça c'est fini comme ça, donc attention aux subtilités du droit français. Une histoire moins drôle cette fois, Perico. On vous parlait des églises détruites, vandalisées, mais on parle si peu des églises à vendre. Oui. Ça se passe à Grenoble, c'est l'église Saint-Luc qui a été mise en vente par le diocèse pour des raisons financières. Alors, rappelons quelque chose de très important pour comprendre. En 1905, il y a eu, après la loi de séparation de l'église et de l'État, une confiscation par l'État des biens du clergé. Donc tout ce qui est avant 1905, et grâce au ciel, ce sont nos cathédrales et tous les monuments historiques qui coûtent très cher à entretenir, c'est aux frais de l'État. En revanche, tous les bâtiments qui ont été construits par l'église, par les églises en général, ça peut être un temple, une mosquée ou une synagogue, mais enfin tout ce qui a été construit après 1905 pour ce qui est des églises appartient à l'église catholique. Cette église Saint-Luc nécessitait des frais d'entretien qui n'étaient pas compatibles avec les deniers du culte, et donc le diocèse de Grenoble a décidé de s'en séparer. La dernière messe a eu lieu dimanche dernier, 23 novembre, célébrée par le père Francis Verstraete, 100 ans, un prêtre centenaire. Tous les fidèles pleuraient, ils sont venus autour de lui, ils riaient, ils disaient bon voilà, c'est triste, c'est un sanctuaire, une église, c'est un endroit de rassemblement, c'est là où ils se réunissaient, un instant de civilisation pour ces chrétiens qui aimaient retrouver ce prêtre centenaire. Voilà une figure, un sanctuaire avec un vénérable prêtre au bout de 100 ans de dévotion à l'église. Il n'y aura plus de messe à l'église Saint-Luc à Grenoble, et le prêtre certainement va rejoindre une retraite dans un autre forme de sanctuaire. C'est triste comme histoire parce que dans le Loiret, une commune qui s'appelle La Chapelle-sur-Aveyron, même problème, il y avait une église qui devait être détruite et vendue. Grâce à la donation de monsieur Raymond Landy, nonagénaire, 91 ans, il a fait don d'1 million
à la paroisse et au diocèse, et ils ont pu sauver l'église de la Chapelle sur Aveyron. Donc, voyez, 1 million d'euros pour sauver un saint édifice, c'est une somme conséquente. Les vieux du Seigneur sont respectables, le curé centenaire et le nonagénaire donateur. Eh bien, on voit bien que quelquefois la Providence est là pour sauver les monuments du culte, et on s'en réjouit dans une France où les valeurs religieuses sont pas toujours respectées. Foutez-moi le camp. Alors, Maud, vous nous avez trouvé un héros. Et notre héros a 78 ans. Son histoire a été relayée par Le Parisien qui ne donne pas son nom pour le protéger, alors appelons-le Robert. Depuis quelques temps, Robert met sa résidence principale en location sur Airbnb pour financer ses travaux de rénovation. Sa maison est située à Romainville en Seine-Saint-Denis. Et cet été, une femme, Amandine, décide de la louer pour 3 nuits. Jusque-là, tout est normal. 10 jours plus tard, Amandine et son compagnon débarquent sur une moto rutilante, très bien habillée, aimable, bref, rien de suspect. Mais 3 jours plus tard, au moment de quitter les lieux, le couple appelle Robert et il lui dit texto: écoutez, ça va pas vous plaire, c'est pas contre vous, mais on a changé toutes les serrures, pris un abonnement énergie à notre nom, on va rester. C'est quand même assez particulier de prévenir le propriétaire de cette façon. C'est d'autant que Robert, qui je le rappelle a 78 ans, vient immédiatement constater que les serrures de la maison ont bel et bien été changées. Alors il file porter plainte contre X pour dégradation ou détérioration d'un bien appartenant à autrui. Et de retour devant sa maison, il profite du passage d'un des squatteurs pour coincer le portail et le confronter jusqu'à l'arrivée de la police. C'est grâce à sa carte d'identité que Robert a pu prouver qu'il s'agissait de sa maison. Il a donc été autorisé à y entrer pour constater que ses papiers et effets personnels avaient disparu. Quant aux squatteurs, ils roulaient dans une voiture volée. Ils ont été interpellés. Pour se protéger d'un nouveau squat, Robert a dépensé 3 500 € pour changer ses serrures, une somme en partie remboursée par Airbnb. Il a également fait installer un système d'alarme. Mais il faut savoir que ce genre d'histoire, d'abord, est loin d'être isolé et que la plupart des propriétaires ne parviennent jamais à récupérer leurs biens. Là, on peut dire que Robert a eu du cran et de la chance parce que ça aurait pu mal finir. Oui, c'est quand même ces problèmes de squat. Alors, on n'est pas sur l'échelle du narcotrafic, qui est une véritable fléau national, mais enfin, le squat provoque aujourd'hui des tragédies épouvantables, en général au détriment de personnes âgées qui sont pas au courant de la loi. Si vous tombez sur quelqu'un d'un petit peu énergique qui décide de faire la justice lui-même, il tombe tout de suite sur le coup de la loi. Ouais, la c'est lui qui est fautif, ouais. Mais on ne compte plus les situations où c'est le squatteur qui est victime. On a vu des émissions de télévision, des documentaires. L'appartement est ravagé, la maison est en un délabrement total. En plus, comme ils savent qu'ils sont pas chez eux et que les squatteurs se doutent qu'à un moment donné ils vont être expulsés, donc ils cassent tout, et que le jour où ils partent, évidemment, c'est le délabrement total. Je ne vous parle pas des frais de procédure, de l'énergie, du stress, des gens qui ont besoin de cet argent pour vivre. Vous avez des retraités qui ont travaillé toute leur vie pour économiser, pour avoir une petite bicoque, voyez, qui est à la campagne. Surtout que la législation est quand même très particulière. Si le squatteur s'introduit chez vous, qu'il peut au bout de 5-6 jours, je crois qu'il y a un délai précis, et qu'il arrive à faire mettre la facture d'électricité, parce que les organismes électriques, il suffit de leur envoyer un courrier recommandé, ils vous mettent à votre nom, vous arrivez en disant non, ou même j'ai vu pire. Un bon de livraison, voyez, vous faites livrer un matelas ou des bouteilles d'eau minérale à votre nom, dans une adresse que vous avez squattée. Vous pouvez produire ce document pour dire, je suis chez moi. Et là, on rentre dans une situation. Alors, le mois d'hiver, il se passe rien. Et le temps que la procédure se mette en place. Donc, effectivement, je suis désolé de dire à nos législateurs et au pouvoir public, à un moment donné, quand on est coincé, on fait ça. Je dis pas que c'est bien. Je dis, mais je comprends qu'à un moment donné, on soit exaspéré, qu'on soit harassé et qu'on fasse la police soi-même. Je connais beaucoup de cas où ça s'est passé de façon efficace, un petit peu brutale. Les squatteurs n'ont pas porté plainte parce qu'on leur a fait comprendre que s'ils portaient plainte, ça serait pire. Je n'encourage pas du tout à cette procédure. Ce qu'on voudrait, c'est que les procédures légales, que la police, que les autorités, tout simplement que l'autorité républicaine s'applique pour tout le monde. Et lorsqu'on est propriétaire de sa maison et qu'elle est squattée, qu'elle est détournée, c'est un vol provisoire, eh bien on puisse avoir droit à une justice qui rétablisse l'ordre. Ma chère Maud, on va parler, vous voyez, c'est un peu triste. On termine avec un classique de nos soirées endiablées. Mais vous étiez pas né. Et pourtant. Mais oui, Albert Cassabi nous a quittés. Julien, est-ce que vous pouvez nous envoyer un petit son d'Albert Cassabi? Franchement, on était obligé d'en parler. Écoutez, j'étais sur le point de vous prendre, intemporel. ma chère Maud, Je vous en prie. danse, là, mais je ne sais pas si la configuration du studio le permet. Je suis prochaine pas sûre. fois. Mais Julien, tu nous organises ça la prochaine fois. Non, parce mais que j'ai envie de danser. ce qui est génial, Perico, d'abord, c'est bien d'en parler parce qu'honnêtement, c'est quand même une figure de la chanson française, quoi qu'on en pense. Et puis parce qu'en fait, aujourd'hui encore, on écoute ces chansons. Celle-là en particulier, Perico. Est-ce que vous pouvez me dire
Je vais demander à Jean-Marie Bourdry, qui est spécialiste, s'il m'entend. C'est quoi comme danse? Est-ce que vous pouvez me dire ce que c'est comme danse? C'est un rock. Oui, c'est un rock là. Julien, on est sur un rock. Qu'est-ce que c'est comme danse? Je suis vraiment pas le mieux placé pour vous donner ça. Écoutez, chers auditeurs de Radio Classique, de Sud Radio. Voilà, vous appelez Emmanuel Galasso qui va vous prendre votre appel au 0826 300 300. Alors, je ne sais pas si je peux vous donner quelque chose en récompense. Si vous me donnez, moi je le connais, le nom de cette danse, mais je voudrais savoir si on la connaît. Est-ce qu'à notre direction, est-ce que Monsieur Patrick Roger, qui est un homme très très bien, que je respecte profondément, est-ce que Jean-Marie Bourdry peut venir dans le studio où tous nos collaborateurs de Sud Radio nous dire quel est le nom de cette danse que chantait avec entrain Albert Cassavis? C'est toute mon enfance. Vous voyez, j'étais... C'est toute votre enfance? Oui, c'est toute mon enfance. La fin de mon enfance, début de mon adolescence. Mais je me souviens quand j'avais 5-6 ans, c'est ce qu'on est en train... Ben oui, moi je suis né en 59, ma chère Maud. Qu'est-ce que vous voulez? Je commence à dater. Hein, je suis d'un grand millésime, 59. Voilà. Jean-Marie Bourdry, est-ce que vous pouvez nous dire quelle est cette danse? Ah là là, Jean-Marie Bourdry qui est pris sur le vif, qui entre dans le studio, voilà, qui va s'asseoir avec son ballon de rugby. Mais qu'est-ce que... Le twist? J'ai pensé. Bravo. On n'a pas un buzzer. Merci à vous. Merci Jean-Marie Bourdry d'être passé par là. Avec plaisir. Voilà, merci beaucoup pour cette période d'essai. Information. Bon allez, vous restez bien avec nous. Dans un instant, on parlera d'Albert. Albert est un lave-vaisselle et c'est un lave-vaisselle qui peut durer des décennies. On en parle dans un instant avec son fondateur Martin Akpil. Et si vous souhaitez nous appeler 0826 300 300.